Le Natter, une arme qui, comme le Messerschmitt Comet, devait d'après les nazis changer le cours de la guerre. Et comme le Comet, il n'en fut rien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les origines de ce projet complètement fou et les raisons de cet échec. Pour comprendre les origines du Natter, il faut revenir dans les années 20. À l'époque, des ingénieurs allemands travaillaient sur de nouvelles technologies révolutionnaires, les fusées. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Silbervogel. Un certain nombre d'ingénieurs allemands créèrent l'Association pour la navigation spatiale, un groupe qui, avec assez peu de moyens, travaillait sur des fusées. Un de ses membres était Werner von Braun, le père des fusées V2, les premiers vrais missiles modernes. En plus de travailler sur des missiles, von Braun envisagea également d'utiliser des moteurs fusées sur un avion à décollage vertical. En 1939, il proposa un projet d'intercepteur armé de 4 mitrailleuses et propulsé par un moteur fusée, pouvant être lancé sur une rampe mobile. L'engin devait être lancé à la dernière minute, afin d'intercepter les bombardiers ennemis passant au-dessus du site, une sorte de missile piloté guidé vers sa cible à l'aide du réseau de radar Würzburg qui était alors en cours de développement. Le projet ne reçut pas le soutien des autorités. En effet, les chasseurs classiques suffisaient alors amplement, et l'Allemagne ne connaissait pas encore les raids massifs de bombardiers alliés qui allaient raser ses villes et ses industries. Néanmoins, le projet d'intercepteur à décollage vertical ne fut pas complètement abandonné, et fut confié à l'entreprise Fiesler. Fin 1941, l'entreprise proposa des projets d'intercepteurs propulsés par des fusées, les Hohenjäger 1 et 2. Le premier était un monoplace à décollage vertical, doté d'une autonomie très limitée. Le second était plus gros, biplace et avec 45 minutes d'autonomie. Un puissant booster devait le propulser jusqu'à 12 000 mètres d'altitude pour qu'il puisse attaquer les bombardiers ennemis. Le booster devait être récupéré grâce à son parachute, tandis que l'avion devait atterrir sur un patin rétractable, similaire à celui qui équipera plus tard le Messerschmitt 163 Comet. Finalement, aucune de ces propositions n'alla plus loin que des croquis sur une planche à dessin, ce qui fut le cas de pas mal de projets d'avions expérimentaux allemands à l'époque. Pour autant, un homme va poursuivre les projets de Fiesler. Il s'agit d'Erich Bachem, un pilote de planeur devenu ingénieur aéronautique en 1930. Il avait commencé sa carrière en designant des planeurs, mais aussi un modèle de caravane pour le camping. En 1933, Bachem rejoignit Fiesler, puis fonda sa propre entreprise en février 1942, spécialisée dans la production d'éléments en bois pour l'aviation, travaillant notamment pour Dornier et Henkel. Bachem travaillait notamment sur deux projets très innovants, le Dornier 335 avec ses deux moteurs, un à l'avant et l'autre à l'arrière, et le Henkel 162 à réaction, deux avions qui volèrent à la fin de la guerre. En 1944, les bombardements massifs lancés par les Britanniques et les Américains devenaient une source d'inquiétude majeure pour l'état-major allemand. Les usines, les raffineries et même les barrages étaient pris pour cible afin de détruire le complexe militaro-industriel de l'Allemagne et de ses alliés. Les civils étaient également visés, et malgré les beaux discours de Göring, la Luftwaffe était débordée. Pour stopper les raids de bombardiers, le ministère de l'aviation du Reich demanda la production d'intercepteurs peu coûteux à produire et propulsés par des moteurs fusées. Ils devaient être construits en bois pour limiter l'utilisation de matériaux stratégiques et équipés d'un armement très puissant afin d'abattre les forteresses volantes. Le moteur fusée qui devait être utilisé offrait alors un taux d'ascension exceptionnel afin d'amener rapidement l'avion au niveau des bombardiers ennemis. Plusieurs constructeurs proposèrent des projets. Heinkel, Junkers, Arado, Messerschmitt. Bachem mit à profit son expérience passée chez Fiesler et proposa une sorte de fusée pilotée armée d'une arme de gros calibre et capable de faire une attaque bélier sur un bombardier à l'aide de son nez en béton. Par la suite, il améliora ses plans, l'avion fusée recevant la désignation officielle de BP-20 Natter, la Vipère. L'engin était assez rudimentaire, fabriqué essentiellement en bois pour un poids total de 2 tonnes 2, avec son carburant et ses munitions. Le Natter devait en théorie atteindre les 12 000 mètres d'altitude à une vitesse ascensionnelle de 650 km/h en décollant à la verticale. Sa vitesse de croisière devait être de plus de 800 km/h pour un temps de vol de 3 à 4 minutes. C'était bien peu, mais c'est tout ce que le moteur fusée pouvait offrir vu le peu de carburant embarqué. Le moteur justement, ou plutôt les moteurs. En effet, il y avait deux systèmes différents utilisés. Au décollage, 4 boosters à poudre étaient mis à feu, amenant l'engin à 1200 mètres d'altitude. Ayant épuisé leur carburant, les boosters se détachaient automatiquement, puis le moteur fusée Walter s'allumait, envoyant l'engin à 12 km d'altitude en 50 secondes. Ceux qui ont vu la vidéo sur le Comet connaissent déjà les problèmes liés à cet engin, un carburant très toxique, corrosif et potentiellement explosif. Mais sa puissance rendait le Natter presque invulnérable aux chasseurs alliés. Au départ, il était prévu d'armer l'appareil avec deux canons de 30 mm.
Mais finalement, le Natter devait recevoir un armement composé d'une batterie de 24 roquettes HS-217 Fawn ou de 32 roquettes R4M de 55 mm. Ces roquettes devaient être tirées en une seule salve. Ils ne nécessitaient pas de talent particulier pour viser, ce qui était essentiel car le Natter était trop rapide pour permettre d'ajuster précisément un bombardier. De plus, l'armement défensif très important des forteresses volantes était dangereux pour les intercepteurs allemands. Il fallait donc faire très vite. À 300 mètres de distance, le pilote devait faire feu, puis s'éloigner et tirer sur un levier pour séparer le cockpit de l'avion du reste du fuselage. Le pilote était éjecté et descendait en parachute, tandis que le précieux moteur fusée descendait avec son propre parachute afin d'être récupéré et réutilisé. L'engin semblait digne d'une arme suicide, mais ce n'était pas le cas. Le pilote devait, en théorie, survivre. Un pilote automatique était d'ailleurs prévu pour aider le pilote au cours du décollage. En effet, la force d'accélération pouvait entraîner une perte de connaissance, car le sang a tendance à ne plus irriguer suffisamment le cerveau en cas d'accélération trop brutale. De plus, il n'y avait pas de combinaison anti-G comme c'est le cas aujourd'hui pour préserver le pilote. Outre son coût assez réduit, l'avion avait d'autres avantages. Comme il n'y avait ni décollage ni atterrissage classique, un pilote peu entraîné pouvait piloter l'avion. Or, vers la fin de la guerre, les bons pilotes se faisaient rares dans la Luftwaffe, et l'entraînement en vol se réduisait face à la situation de plus en plus désespérée du Reich. De plus, il pouvait être très facilement camouflé et lancé depuis des terrains très petits, évitant ainsi d'attirer l'attention des chasseurs qui escortaient les bombardiers, à la différence du Messerschmitt 163 Comet, qui était souvent victime des aviateurs alliés qui rôdaient près des terrains d'aviation allemands. Néanmoins, le projet de Barrem n'avait pas les faveurs du ministère de l'Aviation, qui préférait le projet de Heinkel, le P-1077 Julia. Mais Barrem n'était pas du genre à se laisser abattre, il proposa son projet à une des organisations les plus craintes et les plus puissantes du Troisième Reich, la SS. En septembre 1944, Barrem rencontra l'Obergruppenführer Hans Jöttner, responsable de l'administration de la Waffen-SS, et Otto Skorzeny, le célèbre commando SS, afin d'obtenir un rendez-vous avec Heinrich Himmler, chef de cette organisation et un des hommes les plus puissants du Troisième Reich. Ce dernier accepta de soutenir Barrem et força la main du ministère de l'Air, qui dut collaborer avec Barrem. Les SS lui fournirent la main-d'œuvre, en l'occurrence des soldats blessés ayant des connaissances dans l'aviation, mais aussi des travailleurs forcés. Le 4 octobre 1944, le premier prototype était prêt et reçut la désignation officielle de Barrem 349. La crainte des Allemands de voir les nouveaux bombardiers B-29 américains poussa les Allemands à développer les intercepteurs de Barrem et une première commande de 50 avions fut immédiatement passée. Les premiers prototypes servirent aux tests au sol ainsi qu'à des vols planés remorqués par un bombardier. Le premier vol dépourvu de moteur fut réalisé le 3 novembre 1944 par Erich Glockner, un pilote d'essai spécialisé dans les planeurs. Le vol ne s'est pas bien passé du tout, l'avion étant très difficile à contrôler à basse vitesse, surtout tracté par un autre avion. Le pilote dut finalement sauter en parachute, incapable d'amener le Natter dans une position correcte. Après le vol, les ingénieurs découvrirent que les difficultés rencontrées par le pilote étaient causées par le chariot à roues mal positionné sur le Natter. Comme ce système ne devait pas être installé sur la version définitive, cela n'a pas eu d'impact sur la suite du projet. Le prototype suivant fut équipé d'un train d'atterrissage plus classique et réussit son vol. Enfin, en décembre 1944, un Natter fut installé avec ses moteurs sur une rampe de lancement pour un test plus poussé. Les moteurs s'allumèrent correctement, mais le système qui attachait le Natter à sa rampe de lancement eut une défaillance qui provoqua l'explosion du prototype, heureusement dépourvu de pilote. Néanmoins, les tests suivants eurent plus de réussite et le développement suivait son cours. Mais l'équipe de Barrem était de plus en plus sous pression de la part de la SS et du ministère de l'Air. En effet, les raids de bombardiers alliés s'enfonçaient toujours plus profondément dans le territoire du Reich, et il fallait d'urgence tester l'engin en conditions réelles. Le 22 décembre 1944, un jeune pilote de la Luftwaffe nommé Lothar Siebert se présentait à l'usine Barrem. Siebert était un pilote expérimenté malgré ses 22 ans. Il avait notamment volé sur des bombardiers Junkers 88 sur le front russe, avant que sa carrière ne subisse un coup d'arrêt quand il fut condamné pour avoir été ivre en service. À cause de cela, il perdit son grade d'officier. Décidé à remettre sa carrière sur de bons rails, Siebert tenta par tous les moyens de se distinguer, réussissant notamment un looping avec un vieux Junkers 52 de transport, qui n'était pourtant clairement pas adapté à ce genre d'acrobatie. Il participa également aux essais de l'Arado 232, puis rejoignit le KG 200 affecté aux missions spéciales. Ce groupe volait notamment sur des avions alliés capturés, comme des B-17. C'est donc un jeune homme décidé à se distinguer à n'importe quel prix qui fut volontaire pour voler sur le Natter. Il espérait qu'en testant ce dangereux appareil, il récupérerait son grade d'officier. Le 1er mars 1945, Siebert fut amené sur le terrain d'essai. La brume matinale commençait à s'estomper tandis que les techniciens préparaient le Natter.
Ce dernier avait été installé sur sa rampe de lancement, et les réservoirs étaient en train d'être remplis. L'avion avait reçu quelques modifications par rapport au prototype précédent, mais était toujours désarmé pour l'occasion. En revanche, il n'y avait pas de système de pilotage automatique. Sieber devait donc maintenir l'avion sur une trajectoire rectiligne durant le décollage. Après que Erich Bachem lui ait souhaité bonne chance, Sieber grimpa dans l'avion, une cigarette aux lèvres, ce qui était assez imprudent dans un avion en bois rempli de carburant capable d'exploser. Lothar Fiedler, vice-président de l'entreprise, raconte. Feu vert, plateforme dégagée. Sieber prit une dernière bouffée de sa cigarette et nous salua pour la dernière fois. Le technicien glissa la lourde verrière en plexiglas au-dessus du pilote, sauta de la tour de lancement, ferma les circuits électriques avant de courir dans la vallée enneigée. Depuis le bunker de commande, je donnai les dernières instructions. La voix de Sieber résonna dans le haut-parleur. Tout est ok, je pars. Un signal retentit, le moteur Walter fut allumé, suivi par les boosters à poudre. Un jet de flamme sortit de la queue du nateur, l'engin s'éleva dans le ciel. À 100 mètres d'altitude, il vira de 30 degrés et la verrière fut éjectée. Le nateur continua à grimper jusqu'à 1500 mètres d'altitude avant de disparaître dans les nuages. Dans le bunker de commande, l'angoisse montait, chacun écoutant le rugissement des moteurs s'éloignant. 55 secondes après le décollage, Fiedler aperçut un objet noir s'écrasant à 10 km de l'aire de lancement. C'était le nateur. Lothar Sieber venait de mourir. D'après les témoins du vol, à aucun moment le pilote n'attendait de s'éjecter. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer l'accident, notamment une erreur de pilotage causée par des gaz toxiques venant du moteur Walter et ayant envahi l'habitacle. Mais la cause principale est sans doute liée à la perte brutale de la verrière et du repose-tête, ce qui aurait brisé la nuque du pilote. Sieber aurait peut-être fait un faux mouvement à cause de l'accélération brutale de 3G et heurté le loquet verrouillant la verrière. Sieber fut promu lieutenant à titre posthume et enterré avec les honneurs militaires au cimetière de Nösplingen. Au final, il avait réussi à retrouver son grade d'officier. Seulement, cela lui avait coûté la vie. Alors que l'équipe de Bachem continuait à enquêter sur le crash, les SS poussaient l'entreprise à effectuer un nouveau test avec un pilote pour le 5 mars. Mais Erich Bachem et son équipe n'appréciaient guère cela, d'autant que le système de pilotage automatique, qui aurait pu sauver Sieber, n'était toujours pas prêt. 2 autres tests eurent finalement lieu les 15 et 16 mars, mais sans pilote. Le premier se déroula sans accroc, mais le second, qui n'utilisait pas le moteur Walter, fut un échec et s'écrasa. D'autres vols sans pilote eurent lieu pour tester le système de pilotage automatique, tandis qu'à la fin du mois de mars, les premiers éléments d'une rampe de lancement mobile étaient mis en place, les SS souhaitant mettre le Nater en service malgré les réticences de Bachem. L'opération Crocus fut lancée afin de déployer des Nater autour des sites stratégiques du Reich. La première attaque contre les bombardiers américains était prévue pour le 1er avril 1945, puis fut reculée au 20 avril pour l'anniversaire d'Hitler. Mais aucun Nater ne fut lancé contre les bombardiers alliés. À la mi-avril, les troupes américaines atteignirent l'usine de Bachem. Les techniciens embarquèrent plusieurs Nater sur des remorques en direction du Tyrol autrichien. C'est dans cette région montagneuse que les Américains découvrirent plusieurs de ces appareils abandonnés là. Le Nater était arrivé trop tard pour être mis en service. Néanmoins, une question reste sans réponse. C'est comme souvent le cas lorsque l'on évoque les armes de la dernière chance développées par les nazis. Et si ? Et si ces machines étaient arrivées plus tôt ? Et si le Nater avait pu être déployé contre les vagues de bombardiers alliés ? Difficile de répondre à cette question sans tomber dans l'Uchronie. Les Nater n'auraient jamais pu briser les formations de près de 1000 bombardiers escortés par des centaines de chasseurs, même si leur armement aurait certainement causé des pertes importantes chez leurs ennemis. De plus, le Troisième Reich manquait de pilotes suffisamment entraînés, surtout pour ce type d'engin dont la vitesse était à la fois un atout et une contrainte lorsqu'il s'agissait d'attaquer des cibles bien plus lentes. Le Nater resta sans descendance. L'entreprise britannique Fairway a bien tenté de développer un prototype à décollage vertical sans pilote qui reprenait le concept du Nater, mais ce projet resta sans suite malgré plusieurs tests en Angleterre et en Australie, les missiles guinéens devenant suffisamment perfectionnés pour intercepter les bombardiers ennemis. Quant à Bachem, il garda son entreprise, Eriba, mais plus question de fabriquer des avions fusées. Elle existe encore aujourd'hui, mais dans un domaine bien différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines sorties et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour le premier anniversaire de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.